Station Angrignon, votre podcast de l'été qui donne une voix à la communauté. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Station Radio Angrignon, qui est aussi la station radio affiliée avec le CARD. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous recevons Amel, la psycho-éducatrice du CARD, pour parler de gestion de crise. Bonjour Amel, ça va bien? Bonjour Patricia, comment vas-tu? Je vais bien, et vous? Super, on est Donc, pour aujourd'hui, pour le thème du podcast, en fait, on va parler de la gestion des crises, parents et enfants. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur nos pages réseaux sociaux, on est sur Instagram, sur Facebook, ainsi que le CARD aussi. On est aussi sur YouTube, donc vous allez pouvoir juste nous retrouver avec Radio Station Réunion. Et voilà, donc si vous voulez pas manquer n'importe quoi, tout événement, restez à l'affût, on est toujours présent sur les réseaux sociaux. Donc, Amel, le thème d'aujourd'hui, c'est la communication par enfant en contexte de stress ou de précarité. Est-ce que d'abord, pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Merci Patricia, je t'en prie. En fait, je suis Amel, je suis l'intervenante femme du CARD et je suis psychologue clinicienne de formation. Donc, et on est là au CARD pour accompagner nos familles, pour les soutenir, pour les aider à affronter toute difficulté. Donc, c'est ça mon rôle au sein du CARD. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans ce domaine spécialisé? Ici au CARD, pas trop longtemps, mais ça fait maintenant quasiment 10 mois que je suis là. Mais j'ai eu une belle année, bien remplie et bien chargée en émotions et en accomplissements. Mais comme je l'ai dit auparavant, je suis psychologue clinicienne, donc je connais ça. J'ai déjà travaillé avec les familles, avec les enfants, avec les parents aussi. Donc, ça me fait pas peur, ça me connaît, c'est mon domaine. Merci. Parfait. Et c'est quoi le rôle d'une intervenante? Est-ce que c'est un métier versatile? Est-ce que tu peux travailler dans plusieurs domaines? C'est-à-dire, est-ce que tu peux être, par exemple, dans le domaine des communications, etc. Ça se passe comment ce métier? C'est vrai que intervenante, on est un petit peu dans la polyvalence et tout, mais précisément l'intervenant est là pour accompagner, soutenir et aider les familles, comprendre leurs besoins et mieux les outiller pour justement qu'ils puissent faire face à toutes les situations, à leurs défis. Donc, il y a plusieurs types d'interventions. Il y a aussi des éducateurs, il y a aussi des travailleurs sociaux. Chacun ses compétences. On est tous dans l'intervention et on est complémentaires. C'est un métier quand même très soutenu, là. Donc, je commence par la partie la plus chargée. Toutes les questions spéciales que j'ai apprêtées pour vous. Quand on parle de gestion de crise, en fait, il y a beaucoup de définitions par rapport à la gestion de crise. Par exemple, moi, en communication, je sais que la gestion de crise, c'est beaucoup plus gérer tout ce qui est l'opinion publique, etc. Gestion de crise, exact. Par exemple, si on prend les pompiers, ça va être de gérer les situations en contexte de feu, etc. De vous, dans votre domaine d'intervention, c'est quoi la gestion de crise? Ben, en premier, j'aimerais bien faire un petit retour sur la crise en elle-même, une définition de la crise. En fait, la crise, c'est quoi chez nous? C'est un moment intense de forte émotion, où l'enfant ou le parent va vraiment perdre le contrôle de ses émotions et de ses comportements. Et c'est à nous justement de comprendre ce moment de crise, de gérer ce moment de crise et de pouvoir proposer des solutions. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens sachent davantage par rapport à la gestion de crise en tant qu'intervenante? En fait, moi, ce que je vais proposer, c'est que les familles comprennent que c'est pas une faiblesse. Le fait d'avoir un moment de crise, que ce soit pour un parent ou pour un enfant, c'est tout à fait normal. Mais le principal, c'est de comprendre cette émotion, comprendre ce moment de crise et demander de l'aide. Donc, en premier, c'est vraiment d'aller vers des bonnes personnes pour être aidé. C'est vraiment la clé de la résolution de la crise en elle-même. C'est vrai, un peu aussi en communication, c'est que toujours comprendre avant de toujours agir, etc. Des fois aussi, on agit avant
de comprendre en fait ce qui s'est passé juste pour en fait éviter que la crise soit, comment je dirais, pas trop en feu directement. Je sais pas, par exemple, moi, quand je travaille avec des personnes en situation de handicap, nous avaient recommandé de toujours agir avant d'essayer de comprendre la crise parce que des fois, eux, ils n'étaient pas capables de se contrôler et ça pouvait dégénérer. Donc, c'est quand même intéressant de voir que vous devez d'abord comprendre, en fait, avant d'essayer de directement chercher. En fait, c'est pour avoir la meilleure méthode et la meilleure approche pour pouvoir adopter avec les parents et avec les enfants. Donc, si on arrive à cerner rapidement la crise, on pourra agir avec les bons outils et adopter la meilleure approche et la meilleure intervention pour avoir de meilleurs résultats. C'est ça le but. Parfait. Il y a une cause, donc selon le CIUS, la capitale nationale de Québec, les situations difficiles, ça je cite en fait ce qui a été écrit quand j'ai vu sur mes recherches sur Internet, les situations difficiles comme la séparation des parents, les conflits conjugaux, le stress financier ou parental et la présence de violences familiales peuvent amplifier ce stress et entraîner des conséquences à long terme. Qu'est-ce que vous en pensez premièrement par rapport à cette phrase-là? Écoute, Patricia, je suis tout à fait d'accord parce que les crises, comme tu dis, il y a de multiples raisons, il y a de multiples facteurs déclenchants, mais effectivement, je trouve que la séparation, que la violence conjugale, la violence envers les enfants, les conflits, le stress à répétition, tout ça, c'est un terrain favorable malheureusement à des crises. Donc, ça accentue, ça amplifie l'état de crise chez l'enfant ou chez le parent. Donc, il faut vraiment pas négliger tout ça. Mais voilà, parce que aussi la crise en elle-même, on avait dit tout à l'heure, il y avait des facteurs qui vont déclencher la crise. Donc, c'est lors d'un gros stress, une forte émotion, une séparation, un conflit familial, un refus, un rejet. Ça dépend des personnes. Et chaque crise est unique dans son genre. Ça dépend de l'interprétation de la personne, comment la personne va vivre cette crise. Et ça dépendra de la personnalité, de la flexibilité de la personnalité. Est-ce que l'enfant a les outils, a la capacité d'affronter ça ou pas? Et la réaction dépendra justement de la personnalité. Et chaque cas est différent. Et chaque personne ne réagit pas de la même façon à un état de stress ou de conflit ou de violence. Chacun de nous est différent. Donc, c'est vraiment des situations uniques et à part. Donc, chaque cas est un cas et chaque cas est vraiment à étudier, à comprendre, à valider et à trouver ses propres solutions. Ce n'est pas on peut pas dire que c'est d'une façon générale. C'est vrai que ça crée un stress d'une façon générale, d'une manière générale, chez toutes les personnes. Par exemple, une violence ou une séparation ou un deuil. Ça peut nous affecter, tout le monde est affecté, mais à des degrés différents. Non, c'est vraiment vrai. Je trouve ça vraiment intéressant que vous dites ça parce que récemment, j'avais vu une publication sur LinkedIn où une personne mentionnait le fait que, en fait, la plupart des problèmes ne viennent pas par rapport à un désaccord, mais plutôt par un manque de compréhension. Donc, le fait que vous parlez des intonations, beaucoup de personnes, peut-être, ils négligent le fait que les intonations peuvent avoir beaucoup de sens pour une personne. Et ça peut faire en sorte que la personne, elle va le prendre mal, dépendamment de comment ça a été dit, mentionné, etc. Donc, manquer de tact, des fois, même par exemple, juste, tu sais, quand on parle, on ne sourit pas, on reste droit, mais on dit un truc avec gentillesse, on sait pas trop comment le prendre et ça peut faire en sorte que la personne, elle peut devenir perplexe par rapport à l'attitude. Tout à fait. Et en plus, comme je te disais, chaque facteur est différent et la perception de chaque personne sera différente. Donc, on ne réagit pas tous de la même manière. Et c'est pour cela qu'il faut adopter et avoir les bons outils en comprenant la personne, en validant ses émotions et vraiment comprendre le vécu. Et je pense aussi, chose qui n'est pas négligeable aussi, qu'un état de crise est toujours un appel à l'aide. C'est toujours un signal de détresse. Donc il faut comprendre cette détresse-là et comprendre qu'est-ce qui est caché derrière. Quels sont les vrais besoins, les vraies attentes de la personne. Quelle est la vraie souffrance qui se cache derrière cette crise. Trouvez-vous que de nos jours, c'est plus difficile d'être parent? Oui, je suis d'accord avec ça. Comme la société a changé, il y a beaucoup plus de stress, il y a beaucoup plus de responsabilités.
pour les parents. Et aussi, il y a beaucoup je veux dire, de tentations et de milieux favorables aux enfants pour qu'ils stressent. Donc vraiment, il y a des choses qui n'existaient pas avant. Ouais. Comme si on parle des écrans, d'Internet, tout ce monde technologique, tout ça, c'est vrai, ça a apporté son côté positif. Certes, ça aide les enfants, dans certains cas, à s'épanouir, à élargir leurs connaissances, mais aussi c'est un facteur stress et qui pousse souvent nos jeunes à s'isoler. Et l'isolement est un terrain favorable à la crise et au manque de confiance en soi, à la perte de l'estime de soi. Tout ça va faire que l'enfant va s'introvertir, se replier sur lui-même, être dans son monde, être dans sa bulle et être plus vulnérable. C'est le résultat avec notre génération. Donc ça élimine beaucoup la communication qui est la clé de la compréhension au niveau de la famille. Si l'enfant s'isole, s'il n'y a plus vraiment de contact avec ses frères et sœurs, avec ses parents, ça ne dialogue pas, ça ne communique pas, donc automatiquement, il sera vraiment en retrait, il sera livré à lui-même, il affrontera ses peurs, ses défis tout seul. Or que s'il y a une cellule d'écoute, s'il y a une belle communication dans la famille, on réduit considérablement les facteurs de crise. Donc ça veut dire que la communication, c'est la clé et la compréhension. C'est vraiment, Patricia, la clé, la communication, l'écoute bienveillante, active, que les parents soient vraiment proches de leur enfant, que ça parle, ça discute, inciter l'enfant à exprimer, à extérioriser, à dévoiler ses besoins, à dévoiler ses défis, ses difficultés, ses frustrations, tout ça va l'aider. Mais c'est vraiment important. Mais quand vous êtes dans votre contexte de travail, c'est quoi de nos jours, parce que on vient de parler en fait, c'est plus dur d'être parent de nos jours, c'est quoi les situations que vous remarquez, les causes en fait principales que vous remarquez le plus souvent dans les problèmes de crise entre parents et enfants? Entre parents et enfants, en fait, c'est ce qu'on a dit maintenant, c'est le manque de communication. Ok, c'est le manque de communication. Moi, je pense que ça allait être genre le stress ou l'état financier. Justement, s'il n'y a pas cette clé, qui est écouter l'enfant, parler, communiquer, on ne va pas déceler le stress, justement. Il peut être en stress, il peut être en détresse, il y a un mal-être quelque part, mais on n'arrive pas à le comprendre ni à le voir. Des fois, il y a des parents qui passent complètement à côté, parce que justement, ça parle pas, ça communique pas. Pour eux, c'est pas méchant, il est dans sa chambre, il fait ses trucs, il est dehors avec ses amis. Mais non, il faut vraiment se donner le temps de parler à nos enfants, de communiquer, de les écouter, de valider leurs émotions et de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment et c'est quoi leur attente. Je trouve ça très important que l'enfant ressente l'amour de ses parents, comprennent que même s'il y a les défis du quotidien, ils ne sont pas présents, ils travaillent, ils ne sont pas tout le temps avec nous, mais ils sont là pour nous. Quand j'ai besoin de mon papa ou de ma maman, elle est là pour moi, il est là pour moi. Il m'offre ce cadre familial apaisant qui me procure une sécurité physique, émotionnelle, qui va apporter cet équilibre à l'enfant. Et aussi, ça va lui donner plus confiance en lui, il se sent aimé. Il se sent soutenu, il se sent désiré, il se sent protégé. C'est ce qui va renforcer son estime de soi et ça va lui donner toutes les clés et toute la force nécessaire pour affronter ses défis. Et vous, en tant que professionnel, comment est-ce que vous prenez pour gérer les situations difficiles? Ben écoute, Patricia, en premier lieu, ça dépend des crises, comme je l'ai dit auparavant. Mais le principal, c'est de vraiment se poser avec la personne, enfant ou parent ou famille, se donner le temps déjà si c'est un moment intense de crise, de calmer, d'apaiser, de désamorcer l'intensité de la crise. Ça, c'est important pour pouvoir après écouter la personne, vraiment être en posture d'écoute et essayer d'apaiser la personne pour arriver à gagner sa confiance, à calmer la personne pour pouvoir l'écouter. Parce que quand c'est en plein stress, en pleine angoisse, en pleine colère, en plein pleurs peut-être, ça dépend des crises. On n'entend pas. Donc on ne pourra pas comprendre. Donc le premier outil, c'est vraiment
d'apaiser la tension, de calmer tout ça pour créer un climat favorable à l'écoute. Ensuite, commencer à écouter la personne, comprendre c'est quoi son besoin, comprendre les raisons et petit à petit, travailler sur les raisons qui se cachent derrière cette crise. Car comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour dire j'ai mal, je souffre, j'ai besoin de quelque chose. C'est toujours un signal. Est-ce que vous parlez toujours avec, dans le contexte, est-ce que vous parlez toujours avec les parents et enfants en même temps, ensemble, ou vous les parlez dans le... Écoute, Patricia, ça dépend. Ça dépendra de la situation. Mais en général, on prend le temps de parler avec l'enfant. Et il peut avoir aussi envie de ne pas partager cette détresse, ne pas partager tout de suite cette douleur. Donc, le préparer déjà, d'instaurer un climat de confiance entre l'intervenant ou le thérapeute ou l'éducateur. Tu vois, il faut créer vraiment ce lien de confiance pour qu'il puisse justement nous parler et dire ce qui ne va pas et nous raconter et partager. Et après, pour qu'on puisse passer à l'étape, trouver des solutions ensemble. Et en même temps, parallèlement, on parle aux parents, bien sûr, parce que c'est un élément clé de la famille. La communication bidirectionnelle. Voilà. Et après, si ça nécessite une séance à 3, enfants, parents et intervenants, c'est très positif dans le sens où ça va renforcer encore le lien entre le père ou la mère et l'enfant. L'enfant va se sentir soutenu, il va se sentir écouté et il va comprendre aussi qu'on est là pour lui. Donc ça va favoriser le terrain pour qu'il puisse s'exprimer. Donc c'est bien de travailler aussi en famille, aussi bien pour l'enfant et aussi bien pour le parent, que des fois peut-être il pourra peut-être adopter les meilleurs outils et le meilleur comportement, la meilleure attitude pour résoudre ensemble le problème dont l'enfant se retrouve. On a parlé beaucoup de vouloir en fait comprendre les émotions de l'enfant. Comment on fait aussi pour comprendre l'émotion du parent, du sens de l'enfant? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des enfants qui comprennent pas aussi ce que le parent veut, ses émotions aussi. C'est ça. Est-ce que vous avez des moyens à faire que l'enfant puisse comprendre quand vous lui parlez? C'est quoi votre technique en fait? Oui, Patricia, il faut voir aussi le parent, il faut comprendre le parent aussi. Donc il faut l'écouter lui-même en tant que parent, parce que le rôle éducatif qu'il a sur les épaules n'est pas facile. Surtout de nos jours, plein de responsabilités, plein de contraintes et tout ça. Donc l'enfant peut avoir lui-même ses propres problèmes, qui fait que il a baissé les gardes, il a baissé de vigilance, c'est pour ça qu'il n'a pas su comprendre son enfant, il a raté un moment de crise. Donc c'est à nous de vraiment de se poser avec le parent et comme tu as dit, de l'intimer, mais ça commence toujours par l'écoute. C'est ce qui rend, c'est ce qui facilite et c'est ce qui rend le contact fluide entre l'intervenant et les parents, c'est de l'écouter, lui donner du temps et lui expliquer aussi de comprendre son rôle et de lui dire que c'est pas grave, même en tant que parent, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'être à des moments fatigués, saturés. Donc vraiment, c'est de regagner aussi, pour le parent, c'est de regagner confiance en lui, dans son rôle. Parce que c'est pas facile d'être parent. Non, c'est pas facile du tout. Vraiment pas facile. J'ai pas vraiment besoin d'être parent, je veux dire, juste à m'occuper de ma petite sœur aussi, je peux un peu voir. Tu peux exactement. imaginer la lourdeur de la responsabilité qu'ils ont. C'est beaucoup. Voilà, de travailler sur l'épanouissement et l'équilibre physique et mental de leur enfant. Donc, c'est à prendre en considération. Les effets de la pandémie sur les relations parents-enfants, est-ce que vous trouvez que ce phénomène a affecté les relations? La pandémie, je trouve que, tu sais, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. C'est vrai que le côté positif, c'était, pour certaines familles, ça a rapproché les membres de la famille. C'est bien ça. Il y a des personnes, le fait de se retrouver à la maison, de partager toute la journée, d'être à la maison, par obligation, par le biais de cette pandémie, malheureusement, mais qui a fait de bons effets dans le sens où il y avait des repas de famille, il y a eu des moments de partage, on faisait des trucs ensemble, des activités ensemble, on passait plus de temps avec nos enfants et nos parents. Paradoxalement, pour d'autres, ça leur a pas servi dans le sens où il y a des personnes qui se sont retrouvées encore plus isolées. Ça les a isolées,
Donc, je pense que, en fait, ça dépend des parents eux-mêmes, ça dépend des enfants eux-mêmes, s'ils étaient déjà prédisposés à se retirer, à s'isoler, donc ils ont continué sur ce comportement. Mais si c'était plus des parents qui voulaient partager plein de choses avec leurs enfants, ils ont continué sur cette belle lancée de partage et de communication. Et il y a aussi des gens qui se sont remis en question, qui trouvaient qu'ils ne partageaient pas beaucoup de moments avec leurs enfants, et ça leur a pas permis de se rapprocher d'une façon très, très, très positive. Mais c'est bien qu'ils ont pu faire des réflexions par rapport à eux-mêmes parce Tout qu'on à voit fait. toujours la pandémie comme un truc Tout à négatif. On sait très bien que c'est négatif, mais il y a eu quand même de la positivité qui est ressortie Même dessus. sur le Donc, plan professionnel, exactement. Donc, je trouve que beaucoup de personnes ont pu gérer cette situation en leur faveur, Mhm. en trouvant leurs ressources, leur centre d'intérêt et d'exploiter tout ça en famille et en solo, mais dans le sens qu'ils ne se sont pas donnés à cette mélancolie, cette tristesse Ouais. qui a fait de nous des personnes nous étions constamment à la maison, à ne rien faire. Mais non, il y a eu des ateliers avec leurs propres enfants, des ateliers de cuisine, des séances de musique, de karaoké, de jeux de société. Tout ça a rapproché beaucoup de Ouais. Le personnes. truc que je pourrais dire vraiment par rapport à la pandémie, c'est que la créativité est ressortie. Ressorti, vraiment, chacun a trouvé sa vocation, son talent Vraiment. caché, cuisine, musique, chant. Mhm. Vraiment, ça a aidé beaucoup de personnes. J'ai aussi entendu des commentaires des personnes, les charpentiers, les constructeurs qui restaient à la maison, ils Ça, étaient les très femmes. contents. Pour s'adonner à leur activité Exactement. préférée. Non, mais c'était vraiment quelque chose. Mais je pense que chaque expérience, même négative soit-elle, il faut toujours en tirer le positif. Non, exactement. Et c'est très bien ça qui est dit. le plus important. Euh, Par rapport justement à la pandémie, est-ce que vous trouvez que, est-ce qu'il y a eu un taux de crise en fait qui a augmenté? Est-ce que vous avez remarqué que même s'il y avait avec la positivité et la négativité, il y a eu plus de crises en ressortant de la pandémie qu'avant? Ben écoute, je ne saurais te dire exactement, j'ai pas les statistiques et j'étais pas vraiment dans l'intervention moi-même quand il y avait le Covid, mais je pense que c'est ça, il y a eu de tout. Il y a eu des familles où il y a eu vraiment, comme je te disais, de la communication, il y a eu du rapprochement, il y a eu du positif. Et malheureusement, pour certains, il y a eu effectivement plus d'isolement, plus de stress. Il y a des gens qui ont stressé car ils ne pouvaient pas sortir. C'était beaucoup de défis pour eux, beaucoup de frustration, beaucoup de déprime. On a vu même malheureusement des tentatives de suicide. Donc voilà, donc vraiment. Ça, je Bah, savais reste- pas, ça c'est dommage, Ah franchement. oui, 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 oui. Donc il y a des gens qui sont vraiment stressés et c'était tellement ingérable et insupportable pour eux de gérer toutes ces émotions et gérer cette contrainte d'être tous les jours, être obligé de rester à la maison et de ne pas pouvoir faire ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien, c'était très Ouais. frustrant pour eux. Et malheureusement, des fois, quand la crise est trop forte, quand l'émotion est trop forte, quand la frustration et la peur est trop forte, ça peut se transformer, rapidement basculer vers une dépression assez importante qui peut justement malheureusement mener au suicide. C'est pour ça que vraiment, pour tous ceux qui vont les écouter, n'oubliez pas de communiquer. Ah oui, Surtout avec le fait qu'on est ressorti de la pandémie et qu'on recommence vraiment. On est toujours en train de recommencer, on est dans un mode de vie normal. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent des masques. Donc toujours communiquer, n'hésitez pas de parler, etc. Déjà sortir de cette épreuve, Patricia, avec quand même un bon mental, Ouais. ne pas être affecté Mhm. considérablement, garder à l'esprit d'être positif et tout. Déjà, ça, c'est un exploit. Déjà, ça, c'est une réussite. Et aussi, de se dire chaque jour, on a pu surmonter ça, on est en bonne santé, on a toutes nos facultés mentales, on peut maintenant faire ce qu'on n'a pas fait, c'est pas perdu. Non, c'est vrai. Donc, Applaudissez vos petits pas que vous chaque faites. petit pas, en fait, c'est un pas vers la réussite, Ouais. vers d'autres horizons, vers beaucoup d'accomplissements. Donc, justement, on est en bonne santé. Il y a plus cette pandémie qui nous a malheureusement terni une petite période de notre vie. Ouais.
Donc, on prend que le positif et on continue sur... Ah oui, on continue. Est-ce que vous pensez que, en fait, les stratégies simples, est-ce que vous avez des recommandations pour donner aux personnes qui les écoutent à mieux gérer leur stress au quotidien? Alors, les stratégies, pour moi, ça serait vraiment euh, de s'occuper de soi. Ça, c'est important. Euh, on sait qu'on vit au quotidien du stress, du défi, donc se donner le temps d'offrir des moments pour nous, pour se reposer, pour se détendre, pour se déconnecter, c'est important. Et si on est parent, de le faire aussi en famille et d'essayer vraiment de canaliser l'énergie de nos enfants, déstresser un petit peu les enfants par rapport à l'école. Comme tu sais, Patricia, c'est aussi un facteur de stress et d'angoisse pour les enfants, aller à l'école tous les jours, faire les devoirs, les examens et tout ça. Donc ça serait vraiment de prendre des pauses régulières, se reposer, s'occuper de soi, s'occuper de nos enfants, se détendre au maximum. Si on voit qu'on est angoissé, si on voit qu'on est stressé, essayer de faire des petits exercices au quotidien, comme de la respiration, comme se détendre, comme on peut le faire en groupe avec nos enfants, nos amis ou seul, mais vraiment être en mode détente pour canaliser ce stress. Et aussi, de ne pas culpabiliser. Si on a besoin d'aide, qu'on le fasse. On demande de l'aide. Tu vois, c'est pas une tare en soi, c'est pas péjoratif, c'est pas une faiblesse. Et si on sent qu'on a une baisse de morale, qu'on n'est pas bien, qu'on a besoin de l'aide, on s'adresse aux bonnes personnes. Tant qu'on peut, on se repose, pratiquer du sport, s'adonner à nos loisirs, à nos activités qu'on aime, tout ça pour déstresser et canaliser cette angoisse pour ne pas que ça prenne le dessus sur notre mental, sur notre physique, et que ça puisse se répercuter sur notre famille et sur notre bien-être. Je trouve ça vraiment important, je suis vraiment d'accord parce que, en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ces deux astuces-là, ces deux avis que vous auriez partagés parce que ce sont des conseils très banals. Oui, Dans le c'est sens facile que au quotidien c'est de très, faire ça. beaucoup de personnes disent ça comme conseil, mais les gens oublient qu'en fait c'est tellement essentiel parce que des fois on prend pas beaucoup de temps pour nous. Même moi en tant qu'étudiante à l'université, franchement, avec les cours, etc., des fois on n'a pas beaucoup de temps pour Et tu nous. vois bien que c'est Et c'est stressant. stressant. Que tu cours dans tous les sens. Vraiment. Donc en fait, je pense que ça m'a vraiment juste surpris parce que c'est des trucs qu'on le sait, mais qu'on n'applique pas. Exactement, on n'applique pas, on le néglige. Et même aussi le fait de demander de l'aide, on culpabilise toujours, on se dit que je peux le faire moi-même, etc. On a honte, on est là, Exactement. on essaie de cacher nos émotions. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux dévoiler ça? Est-ce que je peux partager ça? Ouais. En fait, il faut juste s'adresser aux bonnes personnes, faire confiance aux personnes qui sont là pour nous aider et ne pas du tout culpabiliser. C'est tout à fait normal d'avoir des moments de stress, d'avoir des moments de crise et d'avoir une solidarité. C'est tellement C'est important. vraiment important. C'est vraiment, vraiment important d'avoir quelqu'un près d'écouter. Même à l'école, si je vous parle des étudiants internationaux qui se sentent pas beaucoup écoutés, etc. Et le fait qu'on a créé des ressources pour eux, je trouve que c'est vraiment important. Je pense que tout le monde a besoin d'être écouté quelque part. Tout le monde a besoin de se sentir... Même sans crise, tu dis, Exactement. Patricia, même si tu te sens bien, c'est toujours C'est vrai, c'est tellement ça. valorisant et ça nous procure tellement de joie de partager quelque chose déjà. Alors imagine si c'est une douleur, si c'est une faiblesse, si c'est une détresse, si c'est une angoisse, et en plus qu'on peut partager et qu'on peut gérer et qu'on pourra trouver des solutions. Donc au lieu que vraiment de cacher ça, de garder ça, que ça se répercute sur notre santé et que ça s'aggrave. Non, c'est vrai. Faut prendre soin de soi, mais prendre aussi soin de son cœur aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide et à extérioriser tout ça et à lâcher prise. Ça, c'est important. Vraiment important. Concernant les ressources communautaires, est-ce que vous trouvez qu'ils sont suffisamment accessibles pour les familles en difficulté ou juste pour les familles en général aussi? Je pense qu'il y a les ressources nécessaires, mais c'est vrai qu'il y a certaines familles, comme on le voit dans nos quartiers, dans notre société, des fois, ils n'y pensent pas directement. Ils n'ont pas les bonnes adresses des fois, même si c'est à portée de main. Donc notre rôle, en tant qu'intervenant, en tant qu'éducateur, en tant que sensibilisateur, si je peux
si je peux me permettre, c'est de vraiment d'offrir ces informations et s'assurer que nos familles a bien ces ressources. Non, c'est vrai. Pour qu'en cas de besoin, vraiment, elles sachent qui solliciter, à qui s'adresser, où aller, ça c'est important. Est-ce que aussi, parce que vous avez mentionné le fait que les familles ne le savent pas, est-ce que, comment, selon vous, on pourrait faire en sorte que ces familles-là soient au courant qu'il y a de l'aide aux alentours? Par exemple, nous, ici, on sait qu'il y a le CARD, donc, comment on peut faire en sorte que ça soit reconnu? Vraiment, écoute, déjà, ça serait de doubler de communication avec les familles qu'on a. Et eux, ils vont être des médiateurs pour accueillir et sensibiliser d'autres familles. Et aussi, tu es dans le domaine, donc je pense que tout ce qui est réseau, radio, Internet, ça, c'est vraiment, c'est des outils de 2025 et je pense que c'est vraiment important d'offrir ça sur les plateformes, sur les réseaux, sur les sites, avoir les bons numéros, avoir les bons centres, les cellules d'écoute, tout ça, vraiment, il faut que ça soit à portée du parent et du jeune aussi. Est-ce que vous faites aussi des parcours à l'école, c'est-à-dire vous faites des rencontres à l'école juste pour dire que vous êtes présent, vous êtes là? Les écoles, justement, sont un de nos partenaires. Oh, ok, c'est voilà, bien. donc on travaille avec les écoles, déjà d'une pour assurer la continuité de la réussite scolaire entre l'aide aux devoirs qu'on propose ici au CAR et entre le rôle éducatif de l'école. Donc on est comme le pont entre les deux. Donc on s'assure que même à l'école, ça se passe bien pour l'enfant et tout. Et aussi, on a des déplacements vers les écoles, vers les mairies, vers les maternelles, pour sensibiliser les parents et pour dire justement qu'on est là pour accueillir les enfants, nos jeunes, pour offrir de l'aide aux familles aussi, pour les écouter, pour les accompagner dans ce cheminement scolaire, pour la réussite justement de chaque enfant. C'est bien, ça, c'est parfait. Comment un enfant exprime-t-il son stress ou son anxiété dans un contexte familial difficile? J'ai déjà eu des instants là, des régler des situations familiales. Je suis un peu curieuse de juste en savoir un peu plus directement. Ben écoute, ça diffère, comme je te dis tout à l'heure, d'un enfant à un autre. Il y aura des enfants qui seront plus dans la démonstration et plus dans le verbal et dans l'oral. Donc, ça sera vraiment des grosses crises de colère, de cris. On peut avoir des crises de pleurs aussi. On voit une anxiété. Il peut avoir des troubles de sommeil. Oh! Il peut avoir des troubles alimentaires. C'est pour ça que je te dis que les parents doivent toujours être là pour observer et pour déceler les premiers symptômes. Et dès les premiers signes, ils le voient. Ils cernent cette crise. Et il y a aussi des enfants qui seront plutôt dans l'isolement. Donc ça dépend, c'est pour ça que je te dis que ça dépend. Mais ça peut varier de crise de colère, de cris, de pleurs, à un enfant qui est plutôt réservé, qui va s'isoler, qui va ne plus parler, qui va plus communiquer, ou carrément vers des comportements, hélas, plus violents envers les autres personnes, que ce soit de la violence verbale, la violence physique, ou carrément de l'autodestruction. C'est-à-dire que ça peut être de l'agressivité envers soi, que l'enfant va pouvoir peut-être s'infliger pour évacuer ce stress. Je suis un peu restée figée en trouble du sommeil. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Genre, est-ce que ça veut dire que comme il peut dormir à l'école, ou il dort pas bien, ou on le demande d'aller dormir, il va pas dormir, est-ce qu'il développe l'insomnie? Plutôt des insomnies, c'est ça, c'est tout ça. En fait, quand il y a une perturbation dans le sommeil qu'on a l'habitude d'avoir, ça peut s'exprimer par des insomnies, par des réveils nocturnes, par faire des cauchemars pendant le sommeil, par se lever très tôt, ou par exemple des coups de fatigue qui sont révélateurs de stress. Alors on va voir que l'enfant, pour exprimer ce stress et cette fatigue, il va dormir. Oh. Tu comprends? Ouais. Donc c'est tout ça, ça rentre dans l'ordre de troubles du sommeil. Et comment en fait ces enfants-là ils vont réagir avec le manque de communication ou à l'instabilité familiale qui est présente dans le contexte de crise, mis à part en fait, ça va comme dire des questions qui se ressemblent, Oui. mais c'est plutôt par rapport au fait comment ils réagissent avec le manque de communication de leurs parents, c'est-à-dire ne pas recevoir assez d'amour. Pardon, je voulais juste reprendre par rapport
ou symptômes de la crise. Bien sûr. Il y a aussi beaucoup de somatisation chez l'enfant, chez le jeune. C'est-à-dire que sans être malade, sans avoir un problème physique, une maladie, une grippe, quoi que ce soit, il souffrira de maux de tête, il souffrira de maux de ventre, d'avoir des douleurs. Et tout ça, en fait, ça reflète l'état de stress et l'angoisse. Donc son corps réagit par rapport. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Oh, mais c'est pas longtemps que j'avais pas entendu ce mot-là, c'est vrai. Donc, pour récapituler un petit peu, ça sera trouble du sommeil, on a dit, tout ce qui est alimentaire, voilà, ne plus manger ou manger beaucoup. Dans des cas plus graves, anorexie, boulimie, tu vois, c'est ce genre de trouble. Après, on aura la somatisation et on aura cette anxiété, cette nervosité, cette agressivité. Et aussi, en parallèle, on peut avoir l'isolement. Ouais, je trouve que c'est très important que tu as mentionné parce que c'est un truc que je sais très bien que beaucoup de personnes ne le savent pas. La somatisation, ça, c'est, avant que tu le mentionnes, ça, c'est un mot aussi que j'avais découvert juste récemment. D'accord. C'est pas un truc auquel j'étais au courant. En fait, tu sais, le corps répond directement, la première réaction du corps à l'angoisse et au stress, c'est par la douleur. Donc, je vais avoir mal aux épaules, je vais avoir mal au dos, des migraines, je vais avoir mal à la tête, mal au ventre, envie d'aller aux toilettes, sans qu'il y ait une maladie ou une pathologie Direct. Direct. C'est le corps qui s'exprime. C'est le corps qui s'exprime. C'est d'abord dangereux. Ça veut dire qu'imagine, genre, je perds du poids pendant l'école, etc. Je me rends pas compte que, c'est le stress et tout. Ça peut être dangereux, ça. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est très important pour un parent, ou pour nous-mêmes, de vraiment de comprendre et d'observer les premiers signes. Surtout les enfants, parce que eux, par la perte de poids, ça se remarque très facilement. Et en plus, un enfant, ça part vite, ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge, mais c'est vrai que chez l'enfant, c'est encore plus sensible. Non. Et ça peut avoir vraiment des conséquences très lourdes sur la santé de l'enfant, mis à part l'impact psychologique. Vraiment important. Et pour l'autre question, si j'y reviens. Oui, si tu peux reprendre. Bien sûr. Donc, on avait comment les enfants réagissent généralement au manque de communication ou à l'instabilité familiale. Dans ce cas-là, en fait, je ne parle pas, en fait, des réactions physiques ou physiques, en fait. Ou mentales. Je parle vraiment plus des réactions type émotionnelles. Du manque de communication. Par exemple, il y a plusieurs témoignages par rapport à des enfants, par exemple, du fait que maintenant, à cause du fait qu'ils n'ont peut-être pas reçu d'amour de leurs parents étant jeunes, maintenant, en fait, c'est, comment ils appellent ça, des petits traumas qui se transparaissent dans leur manière de communiquer. Je suis d'accord dans le sens où vraiment, je te disais tout à l'heure, que c'était important pour un enfant de savoir, même si on le sait tous quelque part, de savoir et de sentir que ses parents l'aiment. Ça, c'est important. Après, c'est pas essentiellement de l'exprimer tout le temps. Et la façon dont les parents l'expriment peut être différente. C'est pas grave. Mais le plus important, c'est que l'enfant le ressente. Il faut que l'enfant perçoive cet amour, perçoive cette protection, cette affection que le papa ou la maman lui donne. C'est ça qui va construire sa personnalité, qui va consolider sa future personnalité dans l'avenir. Et aussi, ça va lui permettre de construire le puzzle, si je peux le permettre, le puzzle émotionnel. Tu vois, c'est important qu'il sente que, voilà, maman m'aime, papa m'aime, je suis désirée, je suis aimée, parce que ça va contribuer et affecter directement son estime de soi. Donc c'est comme ça qu'il va gagner en confiance. Et dans le cas où ils ne le reçoivent pas, comment ça va se caractériser? Comme tu dis, l'enfant qui ne va pas peut-être ne pas recevoir, ou peut-être dans des cas ne pas capter, de ne pas bien comprendre l'amour de ses parents, il va se sentir seul, il va se sentir abandonné, il va se sentir fragile, il va se sentir délaissé, négligé, et tout ça va faire que ça va être un enfant ou un jeune vraiment qui manque de confiance en soi. Un enfant qui va avoir cette fragilité à surmonter tous les problèmes, tous les défis. Donc, au moindre faux pas, au moindre
on va pas dire un petit problème, juste une petite, peut-être, querelle entre camarades, peut-être une petite remarque de son professeur. Euh, ça va l'anéantir. Parce qu'il est faible, il est fragile. Il n'a pas les bons outils, il n'a pas assez de confiance pour faire surface à tout ça. C'est ce qui le rend vulnérable et c'est ce qui le rend aussi principalement favorable aux crises, à la déprime, à la dépression, à de fortes crises d'angoisse. Tout ça parce que justement, on n'a pas gagné en confiance, on n'a pas le côté affectueux nécessaire, tu vois, l'affect nécessaire pour surmonter le problème et les défis de la vie. Est-ce que vous avez déjà remarqué que peut-être ces enfants-là qui n'ont pas pu régler en fait ces problèmes de manque de communication envers leurs parents, est-ce que vous avez déjà remarqué comment ça affecte leur socialité? Ben écoute, ça dépend, mais souvent, il y a des jeunes, même en étant adolescents par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être des jeunes qui vont pas justement aller vers la communication. Ça va être des... Ils en veulent tellement. Il y a des personnes qui vont en vouloir tellement à leurs parents, à la société, qui seront plus dans cette agressivité, dans ce rejet, donc ils sont tout le temps en relation conflictuelle avec les autres. Ça sera des personnes, pour une certaine catégorie, ça sera des personnes qui seront toujours en conflit avec eux. Que ce soit dans le milieu professionnel, à l'école, à l'université, toujours à chercher des problèmes. Toujours à essayer de montrer que je suis là. C'est des personnes qui vont, par le biais de cette attitude, en fait, c'est une demande d'attention. C'est pour ça que je te dis, c'est ça. comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Quand on n'a pas eu l'amour nécessaire, quand on n'a pas eu l'affection nécessaire, donc automatiquement, il y a cette colère, il y a cette frustration. Et ils vont l'exprimer de manière différente. En étant agressif avec les autres, en étant peut-être même méchant, colérique, ne pas avoir cette facilité, cette aisance de former des amitiés, de faire de belles relations, des ruptures. Donc tout ça, ça affecte la personne. Aussi bien à l'âge très jeune, en étant enfant, l'adolescence. J'allais littéralement vous demander ça. Si on ne règle pas, si cette personne n'est pas aidée, n'est pas accompagnée, n'est pas soutenue psychologiquement, ça va faire de cette personne une personne qui aura toujours ses difficultés, toujours ses défis. Ils vont persister interne, qui va répercuter sur la société. Il va toujours avoir ses problèmes pour se fondre dans la société, d'avoir des bonnes relations sociales, des relations saines et tout ça. Ça va être difficile pour lui. C'est vraiment important parce que ça peut nous détruire. Surtout qu'on n'arrête pas de dire que la société est telle ci, telle ça, etc. Donc, si tu prends pas ta place directement, tu n'essaies pas de te forger. Tout à fait. Ça va pas marcher aussi. Tout à fait, parce que la personne qui était enfant, qui était ado, demain sera appelée à être mère. S'il y a des frustrations, s'il y a des douleurs, s'il y a une détresse cachée, s'il y a vraiment une souffrance qui est toujours là, ça peut être constructif à l'âge adulte pour certains. Et il y aura des adultes qui voudront ne pas reproduire ce qu'ils ont vécu. Mais pour d'autres, ça sera difficile. Donc, automatiquement, ils vont transmettre leur stress, leur douleur, leur fragilité à leurs enfants. C'est vraiment important aussi. Parce que je trouve aussi, par exemple, j'avais des conseils avec mes amis par rapport au fait que devenir parent, il y a des personnes qui trouvent que on apprend à être parent au lieu de devenir parent dans un sens. Je veux dire, on devient parent, mais on apprend plutôt en même temps d'être parent. C'est pas un truc qui est inné. Mais oui, on peut le choisir, etc. Mais quand tu deviens parent pour la première fois, tu commences à lire des livres, etc. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas préparé. Il y a un côté inné, comme tu as dit. Je pense qu'il y a un côté quand même humain. On a quelques compétences acquises déjà au préalable. Mais c'est vrai que si on ne se sent pas prêt, si on a peur, justement, comme on a dit, ça aussi pour la paternité ou pour la maternité, pour la parentalité, on peut demander de l'aide.
on peut être orienté, on peut être aidé dans notre rôle de parent. Donc c'est important justement d'avoir les bonnes compétences et les bonnes attitudes, car un enfant, c'est une responsabilité. Il ne faut pas avoir un enfant sans faire tout le nécessaire derrière le maison et de dormir à l'école un peu plus grand. Non, être parent, c'est au-delà de tout ça. C'est vraiment à s'assurer que notre enfant se sente en sécurité, se sente aimé, se sente bien, se sente épanoui, et qu'on travaille sur ça vraiment de longues et de très 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 longues années. Même notre enfant, même s'il devient adulte, ça reste quand même l'enfant de ses parents, et on est là toujours pour l'accompagner, pour l'aider. Donc vraiment, pour être parent, il faut déjà avoir cette belle volonté et cet amour d'être parent, une, et de deux, une fois par an, n'hésitez pas à demander de l'aide, comme faire des lectures, faire des formations pour justement exploiter tout ça et vraiment de notre enfant. Exactement. Et je tiens à ajouter que je sais que je suis même pas parent pour dire ça, mais c'est ce que peut-être je remarque aussi avec beaucoup de témoignages. Je pense que les gens pensent que se ressourcer, ça veut dire qu'on cherche la perfection, alors que non, c'est juste on cherche l'amélioration et peut-être voir où on peut sourcer le plus, lire un livre, etc. Ça serait juste, comme tu as dit, Patricia, de s'améliorer, de toujours vouloir en savoir plus, acquérir de nouvelles compétences, s'imprégner d'autres expériences, ça peut être très positif pour nous. De pas dire, ah non, je suis parent, c'est facile. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, on cherche pas la perfection, on pourra pas être des parents parfaits, on peut pas être des enfants parfaits, des intervenants parfaits. On est toujours en train d'apprendre. C'est ça la clé. Il faut toujours être ouvert à de nouvelles expériences, à de nouvelles connaissances, d'apprendre tous les jours et de transmettre nos connaissances et notre savoir. Et si on a la possibilité d'aider, d'accompagner, qu'on y aille. Vraiment, il ne faut pas hésiter à aider d'autres personnes et d'être là pour les écouter. Pour revenir un petit peu, Patricia, à ce qu'on avait dit en premier, ça commence par l'écoute. Et ça commence par la communication. C'est ce qui résout tous les problèmes et ça nous évite de tomber dans de grosses crises, dans de gros conflits, dans des dépressions et tout ça. Donc vraiment, c'est de se donner le temps en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que papa, maman, enfant, d'écouter, d'essayer de comprendre et de trouver des solutions. Et justement, par rapport à ça, pour un enfant, selon vous, c'est quoi qui compte le plus dans une relation avec son parent? Pour moi, ce qui est le plus important et le plus fondamental, c'est que vraiment l'enfant se sente en sécurité, comme je t'ai dit tout à l'heure, vraiment qu'il sente que quand il est à la maison, quand il est entouré de papa et maman, il est bien, il manque de rien. Et il peut s'exprimer, il peut parler, il peut jouer, il peut partager. Tout ça, c'est un cadre favorable pour la réussite de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant, l'équilibre de l'enfant. C'est vraiment qu'il y ait un climat de sérénité, de compréhension, d'écoute et d'amour pour l'enfant. Vraiment important, surtout le climat. Pas beaucoup de personnes pensent à ça. Même aussi avec vos amitiés. Les amis, n'oubliez pas de rester dans un climat favorable où vous êtes ouvert, en fait. Autant écouter la personne. Et je trouve que c'est aussi important de comprendre aussi, de peut-être sentir qu'on peut parler et de pas toujours sentir qu'on est toujours là pour écouter les gens. Ce qui est important, peut-être qu'on ne l'a pas dit, c'est que vraiment, il faut écouter et comprendre, mais même en tant que parent, sans aucun jugement. Il faut avoir cette capacité de comprendre si je suis là avec mon enfant ou si moi en tant qu'intervenante avec la personne que j'accompagne, vraiment c'est de se détacher de tout préjugé, de tout jugement, vraiment être objectif et être dans la bienveillance et laisser tout de côté pour mieux comprendre justement les besoins de la personne et de comprendre et de valider ses émotions. Si on a des préjugés, si on va porter un jugement, si on a des idées préconçues, on ne pourra pas comprendre. On va déjà être biaisé. Tout à fait. On ne pourra pas comprendre, on ne pourra pas avancer avec la personne et on ne pourra pas proposer et trouver des solutions à ça. Je trouve que c'est un élément clé de l'écoute que beaucoup de personnes ne pensent pas directement parce que malheureusement, on a toujours des sous-propos en tête, mais c'est vraiment important de toujours écouter la personne sans forcément déjà penser par un jugement, mais plutôt de peut-être
comprendre pourquoi la personne agit de telle manière C'est ça. par rapport à ce que nous on On aurait fait. valide ses émotions, on comprend cette émotion, Mhm. on exprime à la personne que oui, effectivement, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être en colère, je comprends ce que tu ressens. Donc vraiment, ça commence par la compréhension Mhm. pour qu'on puisse après trouver des solutions et avancer dans la procédure d'intervention pour trouver vraiment des clés et proposer des clés à la personne pour s'en sortir. Ça, c'est important. Et ça commence toujours par la communication, l'écoute et la compréhension en se focalisant sur la personne en tant que telle, en tant qu'être humain, et surtout de se dire que la personne avait ce besoin. Donc, quelles sont les vraies raisons? Mhm. Quels sont vraiment les vrais éléments qui se cachent derrière cette colère, qui se cachent derrière cette crise, qui se cachent derrière ce mécontentement, derrière cette manifestation d'agressivité ou de colère? Il y a toujours quelque chose de caché, il y a toujours quelque chose derrière. Donc, l'essentiel pour trouver le remède, pour trouver la solution, pour mieux intervenir, pour accompagner la personne, pour l'aider à s'en sortir, c'est vraiment de comprendre tout ça et d'avoir la capacité de déceler la vraie raison qui se cache derrière. Si on comprend la vraie raison, on pourra justement y remédier. Mais si on ne comprend pas le pourquoi Non, du c'est comment, ça. c'est ah non, il pleure. D'accord, il pleure, il crie, il s'isole. Mais pourquoi? C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Mhm. C'est quoi le ressenti de cette personne, de cet enfant, de ce parent? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il se comporte de cette façon? Pourquoi il agit de cette manière? Donc c'est pour ça que je parle de compréhension et de réalisation d'émotions avec beaucoup d'écoute, beaucoup de communication et c'est comme ça que ça va. On parle beaucoup de compréhension, mais vous, en tant que le professionnel dans ce domaine-ci, comment vous faites pour rester saine d'esprit et pourquoi vous sentir submergé dans votre rôle en tant que médiatrice entre parents et enfants? Bonne question, Patricia. Je vais revenir à un point qu'on a cité tout à l'heure, c'est s'occuper de soi. Oui. Donc écoute, déjà, pour pouvoir comprendre les personnes, pour les aider, et sans pour autant être trop affecté, en fait, un intervenant, un psychologue ou un psychothérapeute, il doit adopter cette neutralité, cette objectivité qui fait de lui, il est là, en train d'écouter, de ne pas absorber justement, de recevoir des émotions, des histoires, des comportements, des sentiments, mais il ne faut pas que ça déteigne sur nous, il ne faut pas les absorber, il ne faut pas faire de projection non plus, donc il faut vraiment écouter, mais avec une distance émotionnelle pour ne pas s'immerger dans la situation, dans les émotions de la personne qu'on accompagne. Donc, se doter de cet outil. Déjà, d'avoir cette attitude bienveillante, mais en même temps neutre, objective, sans s'immiscer dans les émotions de la personne qu'on accompagne. Ça, c'est important. Et de deux, c'est ce qui aide justement à avoir ce bon comportement, c'est de s'occuper de soi, d'être reposé, d'être déjà dans un état calme qui nous permet de comprendre, de recevoir des émotions, d'écouter des histoires, parce que c'est pas facile justement de partager ça avec parent-enfant. Oui, partager tous ces conflits, toutes ces situations douloureuses ou complexes. Donc c'est vraiment, en tant qu'intervenant, en tant que psychologue, c'est d'être apte et avoir cette capacité de recevoir tout ça. Et on peut le faire quand on est bien, quand il y a un bien-être derrière, quand on s'occupe de soi, quand on se donne des pauses, quand nous-mêmes on se repose, on essaye de faire par exemple du sport, du yoga, plein de choses qui vont faire qu'il y aura une souplesse, il y aura une légèreté qui va nous permettre de recevoir tout ça parce que c'est quand même... c'est beaucoup à traiter. C'est beaucoup, des fois c'est des histoires assez lourdes à écouter, à comprendre, à gérer. Donc vraiment, il faut affronter ça et commencer l'intervention avec un état d'esprit sain et calme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être submergé au travail
Je sentir que c'était beaucoup comme situation. Tu sais, ça remonte un peu très très loin. C'était plutôt lors de mes études. Mhm. Là, c'était, tu sais, c'est Début de c'est carrière. début de carrière et tout. Et c'était un petit peu, j'ai passé quelques étapes d'intervention, de Mhm. suivi, qui étaient un petit peu difficiles pour moi en tant que femme, après en tant que maman. Tu sais, voir des enfants malades, par exemple, Non, c'est c'est ça. difficile. Voir des mamans souffrir à cause de la maladie de leur Ouais. enfant, L'empathie euh, prend place. c'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une écoute empathique, bienveillante et tout. Mhm. Et je dirais qu'en début de carrière, c'était un travail que j'ai fait Mhm. sur moi pour pouvoir gérer tout ça. Parce que tout de suite, des fois, quand on voit ce genre de situation, on a la larme à l'œil, Mhm. on est affecté, on est touché par C'est cette sûr. souffrance des personnes qui nous entourent. Mais avec le temps, avec plus d'expérience, comme on l'a dit tout à l'heure, toujours apprendre, toujours se ressourcer et tout, vraiment on adopte les meilleures attitudes pour Mhm. pouvoir affronter tout ça. Puis, est-ce que vous parlez à vos collègues aussi quand ça devient trop? Parler avec d'autres personnes? Ok, c'est... En tant qu'intervenant, c'est important aussi, on travaille en équipe, c'est bien si on n'arrive pas des fois à bien comprendre une situation, si on se sent fatigué, Mhm. si on sent qu'il y a un besoin d'être aidé, voilà, je sollicite mes collègues, je sollicite l'équipe et tout. Ils peuvent être là en renfort avec moi pour prendre un des volets de l'intervention et aussi peut-être même pour me calmer moi-même, m'apporter ce réconfort qui va me donner encore plus d'énergie pour continuer mon travail d'intervention. C'est très important de travailler en équipe. Ben, je remercie pour votre témoignage parce que ça fait vraiment du bien de Merci savoir à toi. aussi, en fait, de comprendre, Merci à toi. en fait, que, tu sais, je sais que nous, là, notre génération, on n'a pas commencé les études de la même manière que vous avez commencé les études. Mhm. Et donc, peut-être, vous avez les ressources que on a maintenant, vous n'avez pas avant. Donc, je trouve ça vraiment bien de savoir comment vous avez pu interagir au début de votre carrière, comment vous avez pu mettre en fait vos émotions en face, travailler sur soi-même, etc. C'est vraiment important, surtout dans le rôle d'intervention, je dirais. C'est pas des domaines faciles, éducation spécialisée, tout Et en ce qui plus, se porte par il y a enfant. chacun différent. Exactement. Même si on a nos théories, même si Ouais. on a suivi, même si on a notre acquis, notre bagage et tout, mais chaque expérience est nouvelle. Exactement. Chaque crise peut être enrichissante dans le sens où on peut en tirer vraiment de nouvelles informations, de nouveaux symptômes, de nouveaux terrains de recherche en fait. Parce que vraiment, la société change. Donc les facteurs qui vont déclencher les crises et les angoisses et le stress vont changer On aussi. change aussi. Donc tout ça, ça reste un domaine à exploiter encore et encore. Ça, c'était pour la première partie des questions. Je vous remercie d'avoir répondu à cœur ouvert. Pour la petite section qui reste, c'est vraiment une question. En fait, il y a les red flags et les green flags. Je sais pas si vous savez un peu c'est quoi. Oui. Je suis contente que vous Écoute, mon savez. anglais, il n'est pas très wow, mais je sais que ça veut dire un red flag. Ok. Phénomène qui a été très popularisé avec nous les jeunes durant la pandémie, j'imagine, je crois. Les red flags, les green flags en français, drapeau vert, drapeau rouge. Donc en fait, c'est par rapport à ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Réponse au feu rouge et au feu vert. Exactement. Mais en fait, dans toute situation. Donc là, quand une personne mentionne un feu vert, ça veut dire que c'est une bonne chose. Feu rouge, c'est une mauvaise chose. Donc, moi, j'aimerais savoir c'est quoi vos red flags et vos green flags dans les interventions. Donc, ça veut dire que, est-ce que vous avez déjà vu des interventions qui ont été, selon vous, peut-être mal gérées, donc vous aurez peut-être modifié, et c'est quoi les modifications que vous auriez apportées? Et c'est quoi les actions à prioriser chez les relations familiales par enfant par rapport à ces red flags et green flags là? Ben écoute, on a parlé de ça depuis tout à l'heure. Pour moi, les red flags, ça sera vraiment l'absence de communication. En un mot, c'est vraiment, je vais mettre l'accent sur ça. Ça va être le manque de communication, le manque de compréhension au sein de la famille, qu'il y ait de la violence dans la famille, dans la famille, qu'il y ait du manque de respect, qu'il n'y ait pas de l'écoute. Tout ça, c'est des choses à éviter et à ne pas faire pour que l'enfant se sente
se sentent bien et pour vraiment atténuer les crises et éviter les crises. Par contre, tout ce qui sera vert, ça sera écoute, communication, beaucoup dialoguer avec les enfants, transmettre et exprimer notre amour. Donc l'enfant, on a dit qu'il a besoin de sentir cet amour, donc vraiment donner ses émotions positives, valoriser l'enfant. Ça, c'est important. En tant que parent, dire aux enfants, je suis fière de toi. Tu vois, toutes ces phrases valorisantes et positives qui vont renforcer la confiance en soi. Et du côté des techniques d'intervention? Et pour les techniques d'intervention, je veux dire que pour les red flags, ça sera peut-être pour moi, c'est d'essayer de faire vite. Oh, ok. Ouais. Parce que pour moi, toute crise a son importance. Il ne faut jamais tomber dans la précipitation. J'ai envie de régler. C'est vrai, on est là, on atténue, on apaise, on essaye de désamorcer la crise, mais il faut prendre le temps. Le côté vert, c'est vraiment de se donner le temps de bien comprendre la situation, de bien comprendre les émotions de la personne, de bien comprendre ses besoins et les raisons de cette crise pour pouvoir justement trouver les solutions. Et aussi de travailler en équipe dans le sens où vraiment ça peut apporter un enrichissement et des outils que peut-être des fois ça peut nous échapper. Si je partage ça, si j'en parle, si je fais des recherches, je peux mettre la lumière sur des points que peut-être je négligerai. Donc c'est vraiment de travailler tout le temps dans une optique de recherche et de remise en question et tout ça, et de prendre le temps. De prendre le temps avec la personne et de travailler aussi avec l'entourage de la personne. Si c'est l'enfant, travailler avec les parents, avec les frères et sœurs. Si c'est dans un couple, si le travail avec la maman, voir le mari aussi. Donc vraiment, c'est d'essayer de comprendre et de prendre le temps pour bien intervenir, adopter une approche vraiment bienveillante, humaine, saine. Et parce qu'en fait, le but, ça ne sera pas de régler la situation sur le coup, mais c'est de régler la situation et de trouver des solutions à long terme. C'est d'adopter une stratégie efficace et durable. Ce ne sera pas juste pour ce moment et après ça va reprendre. C'est vraiment de comprendre et de résoudre le problème à long terme et adopter une technique et des stratégies pour accompagner la famille d'une façon durable et efficace. Merci pour votre green flag et red flag. Si je peux amener mon petit chapeau de petite professeur, apprenti psycho, éducatrice, là, ce que je pourrais vraiment dire par rapport à cet épisode-ci, ce serait, je trouve que moi, de ce que j'ai appris, ça serait de plutôt, en fait, on écoute pour comprendre et non pour réagir. Et beaucoup de personnes manquent ça. On écoute et on réagit par rapport, en fait, les phrases, on prend pas le temps de lire entre les deux lignes. Je trouve que c'est vraiment important. Prendre le temps aussi, je trouve que c'est pas juste seulement les intervenants qui doivent prendre le temps à gérer les situations, mais nous aussi, on prend le temps qu'il faut. Je veux dire, même nous quand on travaille, je sais pas, moi je travaille à Foot Locker aussi, les situations avec les clientèles, on prend le temps de les régler, donc il faut que ça soit une devise. Exactement, ouais. Il faut vraiment qu'on ait cette envie, déjà ce désir d'aider, d'écouter. Déjà ça doit être en nous. Ça peut être trop positif, que ce soit pour nous. Plus tard tu pourras utiliser ça dans ton travail, dans tes études, dans ta famille, avec tes frères et sœurs, avec tes parents, pourquoi pas dans quelques années avec tes propres enfants. Donc, ça peut être que du bonheur, de savoir écouter. Et si tu me permets, j'aimerais dire aussi aux familles que toujours il faut garder à l'esprit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas culpabilisant, c'est pas un échec si on a besoin d'aide, il faut demander. Et voilà, prenez le temps de vous déplacer, de vous adresser aux bonnes personnes, car il faut pas négliger. Et dès que vous voyez des symptômes de petites souffrances ou d'angoisse ou des comportements inhabituels, il ne faut pas minimiser tout ça. Il faut tout de suite réagir et demander de l'aide et être accompagné, être soutenu pour gérer ces symptômes avant que ça se complique et que ça devienne une forte crise. Donc si je peux en fait résumer les moyens clés, ça serait écouter, comprendre,
communiquer. Parfait. Donc, ça serait vraiment ça. N'oubliez pas de le faire, les amis. N'oubliez pas de le faire aussi, chers parents. On écoute, comprend et on communique. La communication bienveillante, l'écoute, Exactement. c'est ça, c'est vraiment ça. Et n'ayez pas honte d'avoir des moments de faiblesse, des moments de fatigue. Tout le monde peut être, tout le monde peut être confronté à ce genre de situation, d'avoir vraiment des idées, peut-être des fois des idées négatives et tout ça. Mais dès que ça arrive, prenez le temps de prendre soin de vous, de prendre vraiment un temps pour se reposer, pour se reprendre, pour apaiser notre morale. Et c'est important d'avoir un quotidien le moins stressant et le moins angoissant possible. Et pour ça, il faut vraiment s'adonner à des activités, faire des trucs. Et si on voit que, par exemple, on est trop stressé au travail, on est trop stressé à l'école, à l'université, de faire un petit break. De comprendre son corps, de comprendre son mental, son esprit, ses émotions. Si on voit qu'on n'est pas bien, qu'il y a une détresse, qu'il y a une souffrance, aussi minime soit-elle, il faut prendre ça en considération et se donner le temps de se reposer pour reprendre avec positivité et énergie et éviter toute crise, toute angoisse et tout ça. Et si vous avez des enfants, n'hésitez pas à donner beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension. Et ne vous dites pas, mais ils le savent. Non, exprimez-le quand même, dites-le quand même, verbalisez votre amour, votre affection, votre tendresse. C'est très important pour l'équilibre de l'enfant, son bien-être et son épanouissement, et aussi pour qu'il ait confiance. C'est cette confiance qui va lui permettre de réussir, de s'épanouir dans la vie et d'accomplir de belles choses. Eh bien, Amel, merci beaucoup pour ces belles phrases, tes conseils, tes opinions, etc. C'est vraiment bien d'avoir ce petit côté professionnel, en fait, au sein du CARD et aussi pour ce podcast. Et c'est un plaisir de vous avoir parlé. Toi, Patricia, toute l'équipe de radio. Vraiment, vous avez apporté beaucoup d'énergie, une belle positivité pour le CARD durant cet été. Merci beaucoup. Et c'est ce qui conclut la fin de ce podcast, les amis. Comme Amel a dit, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et au CARD, Amel est toujours présente. Donc, si vous avez besoin d'aide, elle est toujours là. Et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté. Station Angrignon, votre podcast de l'été qui donne une voix à la communauté.